plein d'étudiants de tous les âges, en fait. Je vais garder devant moi une anti-sèche, un peu comme vous faites à l'école. Alors, de quoi est-ce que les slides derrière marchent, fonctionnent? On peut y aller. Oui, je vois un retour, elle fonctionne. Je vais essayer de partager avec vous au-delà de quelques convictions, quelques cas d'usage de l'intelligence artificielle qui arrivent dans les médias. En fait, elle n'arrive pas, elle est déjà là massivement. Alors, est-ce qu'on peut parler, c'est un peu le titre de cet exposé, est-ce qu'on peut parler d'un remplacement des métiers des médias ou d'une collaboration intelligente? C'est ça un petit peu que je voudrais tracer avec vous aujourd'hui. Vous le savez, l'intelligence artificielle est en train d'exploser, elle traverse, en tout cas elle profite à un peu tous les secteurs, dont justement les médias. Mais beaucoup de gens s'en méfient, et puis d'autres pensent que c'est la solution miracle de demain. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette intelligence artificielle va au moins servir à trois choses. Trois choses fondamentales dont tout le monde a besoin aujourd'hui. C'est d'abord de la prédiction, c'est ensuite de l'automatisation, et puis c'est de l'optimisation, c'est-à-dire faire les choses un peu mieux qu'on ne les fait aujourd'hui. Je répète, prédiction, automatisation, optimisation. Et donc, à ces égards, l'intelligence artificielle, elle devient évidemment absolument incontournable et elle devient pratiquement comme l'arrivée de l'électricité. Il y en aura partout. Vous ne la verrez pas, vous ne la sentirez pas, mais elle arrivera partout. Elle est d'ailleurs en train de transformer à peu près toutes les industries. Alors, dans les médias, après vous allez trop vite sur les slides. Merci. Après le digital first, comme on dit dans les médias, ou même le mobile first, c'est un nouveau choc qui arrive pour les médias. Un nouveau choc pour un secteur qui est en pleine transformation. Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui travaillent et qui étudient, qui ont vécu, qui pensent médias, sentent bien que déjà le numérique, déjà l'Internet, le web, le mobile ont transformé complètement les médias. Eh bien demain, aujourd'hui déjà, l'IA, intelligence artificielle, l'IA, va bouleverser par des nouveaux outils. Et il y aura plein d'impacts. Plein d'impacts, avec un contexte un petit peu particulier, puisque cette révolution, elle s'accélère, et que les géants de l'intelligence artificielle sont, j'allais dire bizarrement, non, pas bizarrement, sont les mêmes que les géants du web et les géants de l'Internet. Il s'agit des GAFA, de Facebook, de Google, d'Amazon, d'Apple, et puis en Chine, des géants du web chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, qui contrôlent une masse gigantesque de quoi? De données. Parce qu'intelligence artificielle veut dire utilisation de données, d'un nombre incroyablement important de données sur des plateformes, sur des services. Et donc, l'un des soucis que vont avoir les médias, c'est de pouvoir essayer de faire, pas jeu égal en tout cas, mais de voir comment profiter de l'IA, alors que cette même intelligence artificielle, elle est archi-dominée par les Américains, les GAFA, qui ont des montagnes de données à utiliser, avec des montagnes de machines, et les Chinois. Avant de plonger dans les applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les médias, peut-être vous dire un petit point où nous en sommes aujourd'hui, concrètement. Eh bien, on sait déjà que des machines écrivent des livres. C'est possible. Les machines arrivent aujourd'hui, les machines, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, arrivent à résumer des textes scientifiques. Elles peuvent même pondre des articles, elles écrivent des scénarios de films, elles composent de la musique, elles peignent des toiles, des tableaux, elles sculptent et elles impriment en 3D. Vous voyez que l'ensemble des fonctionnalités de ce qu'on peut appeler des médias sont aujourd'hui couvertes. Alors, est-ce que ces machines qui produisent ont un comportement conscient d'elles-mêmes, conscient de ce qu'elles sont capables de faire? C'est loin d'être sûr. On est aujourd'hui à un niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible.
c'est ce qu'on appelle en anglais le narrow AI, intelligence artificielle faible, c'est-à-dire la résolution de problèmes assez particuliers et assez restreints pour l'instant. Mais concrètement, l'intelligence artificielle pour les médias, qu'est-ce que c'est? Ce sont des applications multiples. Est-ce que je peux avoir un petit... Voilà, super. Des champs d'application complètement divers, en fait, multiples. Ça peut être des aides à la décision pour les dirigeants, pour les journalistes, pour les développeurs, pour les graphistes, pour les designers. Ça peut être des aides à la création de contenu, on va le voir. Mais on va aussi parler de recommandations et de personnalisation. Recommandations et personnalisation sont aujourd'hui au cœur des activités de ces changements. Alors, avec l'essor de ces nouvelles technologies et finalement l'arrivée de l'intelligence artificielle, le secteur des médias et de l'audiovisuel est entré dans une nouvelle ère, en fait. Et elle est caractérisée par la règle des 3 C que je voudrais évoquer avec vous. Les 3 C, c'est le contenu, le contenant et le contexte. Contenu, parce qu'on a besoin d'un contenu premium, de qualité. Ça peut être de l'information, ça peut être du divertissement, ça peut être de la fiction, mais c'est des contenus à forte valeur ajoutée. Ça peut être même des œuvres. Contenant, ce sont les écrans d'aujourd'hui, les écrans de demain, ou pas d'écran du tout d'ailleurs. Demain, ces informations, ces divertissements pourront arriver dans la voiture autonome ou sur le réfrigérateur. Et puis c'est le contexte d'utilisation. Où est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est dans le foyer, dans le salon, dans la chambre, dans le bus le matin, au bureau ou le dimanche soir en famille? Vous voyez, ces 3 fonctions sont en train de dessiner une expérience pour le consommateur. C'est finalement le 4e C, le consommateur ou le citoyen qu'on remet au centre de l'expérience. Et on le met au centre de l'ensemble de l'activité. Parce que c'est ce que le public recherche aujourd'hui. Il ne cherche pas seulement des contenus, il recherche une expérience. Et finalement, ces 3 C ou ces 4 C sont aujourd'hui les composants incontournables d'une bonne expérience, une expérience utilisateur. Vous entendrez ce mot-là souvent, expérience utilisateur. En mauvais anglais, en mauvais français, pardon, on appelle ça l'UX. Mais l'intelligence artificielle, dans ce cadre-là, nous permet de calibrer nos contenus, nos œuvres, pour qu'elles soient adaptées à ces 3 C. Contenu, contenant, contexte, et pour produire évidemment des contenus qui sont sélectionnés sur mesure. Sur mesure pour chaque utilisateur, adaptés à chaque écran et dans n'importe quel contexte. Ce qui nous amène à une transition absolument majeure. Cette transition majeure, c'est celle qui nous a fait tous passer, nous médias de mass médias, qui finalement faisions du carpet bombing, c'est-à-dire du bombardement tous azimuts sans regarder à qui on s'adressait ou assez peu à des heures fixes, et en envoyant à tout le monde la même chose, à des médias qui vont s'adresser de plus en plus à des communautés, à des niches et progressivement à chacun d'entre nous. On est bien entré aujourd'hui dans ce qu'on appelle la personnalisation de masse grâce à cette collecte massive de données et à ces capacités de traitement incroyables des big data. On va donc pouvoir segmenter, adresser à chacun d'entre nous le média, le contenu, l'œuvre, la fiction, le documentaire qu'il souhaite. Et ça se fait grâce à une intervention de l'intelligence artificielle à toutes les étapes de la chaîne de valeur des contenus, comme on va le voir ensemble. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la donnée est absolument synonyme, en tout cas est le carburant de cette intelligence artificielle. Les médias ont dû apprendre à exploiter le big data
pour deux choses, en tout cas deux grandes catégories de choses. Pourquoi l'exploiter? D'abord pour mieux connaître et mieux adresser ces publics. C'est l'impact sur les audiences, c'est l'impact sur les revenus. On va pouvoir mieux connaître nos audiences, mieux connaître la manière dont on va gagner demain de l'argent. Et puis la deuxième chose, c'est la manière de produire plus smart. Indexation, hiérarchisation des données, métadonnées, en utilisation des données externes, et puis en interne, dans chacun des médias, ça sera mieux calibrer les différents contenus. Ça va vouloir dire aussi, c'est un peu technique, mais ça va vouloir dire aussi de passer dans une logique de base de données pour créer des services et des contenus qui vont être mieux calibrés. Alors l'IA, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu tout ce que vous avez à l'écran devant vous. Et c'est ce que je voudrais passer rapidement en revue, parce que j'ai peu de temps avec vous, mais ce sont un peu les différentes destinations qu'on entrevoit aujourd'hui pour l'intelligence artificielle dans les médias. C'est en fait une rapide cartographie que je voudrais faire avec vous de l'utilisation de l'IA dans les médias. La première chose, c'est celle l'utilisation de l'IA pour le journaliste. On a dans les rédactions, et ça ne date pas d'hier, la peur d'être remplacé par des robots demain. Ça ne date pas d'hier, mais oui, l'intelligence artificielle va remplacer une partie des tâches des journalistes et rendre peut-être caduques certains aspects de leur métier. On le sait, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup d'emplois, elle va en créer d'autres, mais notre conviction, c'est que le journaliste n'est absolument pas en danger. Il y a des journalistes robots, ça existe dans les rédactions, notamment en Scandinavie, un peu aux États-Unis, mais sachez-le, il y a des journalistes robots dans les rédactions françaises, tout simplement quand elles trient pour vous les résultats des élections, des résultats de journées sportives ou des résultats financiers. En d'autres termes, ces tâches, en tout cas ces fonctions de l'IA, sont confinées à des typologies de contenu bien précis. Mais nous sommes convaincus qu'associées aux journalistes de demain, elles permettront de laisser aux journalistes le boulot plus noble et de laisser le sale boulot aux machines, le travail plutôt ennuyeux, emmerdant, celui de trier des données, de les collecter, de les mettre en forme. Et le journaliste, demain, pourra plutôt se consacrer vers des tâches à valeur ajoutée. Effectivement, l'intelligence artificielle est capable d'analyser des volumes absolument incroyables de données, totalement inexploitable pour un être humain, même s'il est journaliste. Le traitement de téraoctets de données qui s'est passé dans ce qu'on a vu dans les révélations des Wikileaks ou des MediaLeaks qui ont été traités, on ne pouvait pas le faire sans intelligence artificielle. Et les premiers articles qui ont été publiés grâce à ces machines l'ont été faits déjà depuis 4-5 ans. L'intelligence artificielle peut aussi détecter des tendances faibles. Aller chercher le signal faible dans le bruit, aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. C'est ça que ça va nous servir. Le bruit d'Internet est gigantesque. Ce sont les machines qui vont nous aider à trier pour essayer de mieux saisir ce qui se passe dans le monde en direct. Ça va nous permettre de surveiller, ça nous permet déjà de surveiller le web qu'on connaît, mais aussi le web invisible, le darknet. Tout un tas d'outils sont ainsi utilisés, notamment par les grandes agences de presse. Je pense à Reuters ou à l'AFP ou à AP, qui utilisent ça pour surveiller les réseaux sociaux, surveiller le web. Ça peut être aussi utilisé pour retranscrire des interviews. Chaque journaliste rêve, en tout cas nous on rêvait dans ma génération, et aujourd'hui c'est désormais quasi possible d'utiliser ces machines de speech-to-text qui permettent d'enregistrer puis qui permettent d'écrire sur des logiciels, retranscrire en fait les interviews, et c'est quelque chose de
bien pratique. Et puis, l'IA, c'est aussi quelque chose de plus spectaculaire quand un journaliste ou un présentateur de journal télé est remplacé, comme en Chine, vous le voyez à l'écran, par un robot. Est-ce que la vidéo peut partir? Avec un peu de son? Mais enfin, vous le voyez, il y a du son normalement. Ce robot parle avec son costume cravate, ses lunettes sur le nez, etc. Il a un regard vers la caméra. C'est l'agence de presse chinoise qui a développé ce robot présentateur de JT. C'est évidemment quelque chose d'intéressant à regarder pour des toutes petites rédactions, à condition qu'elles aient évidemment les moyens de se payer ce type de technologie. Qu'est-ce que nous dit l'agence Chine Nouvelle aujourd'hui? Elle nous dit que ce robot-là peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à d'autres présentateurs. Mais on reste dans quelque chose d'assez sommaire et d'assez prototypal. Mais en tout cas, voilà, ça existe et c'est en train d'être développé notamment dans d'autres pays. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on va pouvoir choisir, vous allez pouvoir choisir demain, vous public, vous allez pouvoir choisir demain votre présentateur. Qui va vous présenter les infos à la télé et sur quel terminal. Vous pourrez choisir un homme, une femme, quelqu'un qui a le visage de quelqu'un de connu, etc. Voilà le genre de choses vers lequel on est en train de se diriger. L'intelligence artificielle, elle va être utilisée aussi pour lutter contre les fake news. Vous savez que les fake news et le deepfake sont aujourd'hui l'une des choses les plus angoissantes pour l'ensemble de la société et pour les journalistes. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce qu'on est face à des intérêts politiques, économiques, qui créent ces fausses informations, ces informations bidons. Mais on a un petit espoir, un petit peu comme on a réduit le spam dans les boîtes email, progressivement. Il y en a encore. On espère que l'intelligence artificielle nous permettra de mieux détecter l'origine et le cheminement de ces fake news jusqu'à leur destination. On y travaille et c'est assez prometteur. On sait aujourd'hui, grâce à certains logiciels, on sait aujourd'hui mieux authentifier des photos, des vidéos, grâce à la reconnaissance d'images, grâce à la reconnaissance des métadonnées, en comparant avec des banques de données. On sait aussi fabriquer des fausses informations. Je vais aller rapidement sur certaines choses. Vous avez peut-être entendu parler d'une intelligence artificielle tellement sophistiquée qu'elle a dû être arrêtée parce qu'elle faisait peur à ses créateurs en créant des contenus. C'était un des projets de OpenAI qui était développé par des équipes d'Elon Musk. Le problème, c'est que ces deepfakes sont en train de se démocratiser. Elles arrivent dans la poche de tout le monde. Il faut passer la vidéo, si vous pouvez le faire. Les Chinois sont en train de proposer... Voilà, on peut mettre le visage de n'importe qui sur un acteur ou sur un visage de film aujourd'hui. C'est l'une des choses les plus effrayantes qui sont aujourd'hui en train de se développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me le coupez, sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on ne pourra plus croire ce qu'on voit et on ne pourra plus croire ce qu'on entend. Puisque le deepfake va mettre des visages sur d'autres visages et va mettre des voix sur d'autres visages. C'est déjà le cas dans tout un tas de deepfakes politiques. Le petit problème, le gros problème, c'est que ça se démocratise et qu'on va avoir ce type d'application dans la poche sur un iPhone. Et nous pourrons tous fabriquer, peut-être pas demain matin, mais dans quelques mois, dans quelques années, des deepfakes. C'est super inquiétant.
Je vais passer rapidement sur ça aussi, parce que je suis un peu en retard. Ce qui nous intéresse, c'est l'interactivité et l'engagement. L'intelligence artificielle va nous permettre, en tout cas on l'espère, d'avoir davantage d'interaction, de proximité avec le public. On n'est pas capable aujourd'hui de répondre à tout le monde de manière précise. Et certains bots, certains robots sont aujourd'hui désormais capables de nous aider à trier et à mieux répondre aux demandes de nos auditeurs ou de nos télénautes. Je vous parlais tout à l'heure des robots dans les rédactions. Je vous montre là un robot qui est dans la rédaction de la télévision publique en Finlande, qui s'appelle Voito. Alors, il est physique comme ça, mais évidemment, c'est une machine, c'est un logiciel. Et ce logiciel a créé des articles, a écrit des articles, a mis en forme des images sans vérification humaine. Voilà ce qui est en train de se développer, notamment en Europe du Nord. Ça, je vais passer parce que je suis en retard sur ma présentation. Autre sujet important, c'est la modération des commentaires. Je le disais il y a 10 secondes, l'interaction avec l'audience. Aujourd'hui, l'IA, les bots vont pouvoir nous aider à modérer, à filtrer les commentaires haineux qui sont en train de se développer sur nos sites de médias. Une autre fonction de l'IA que vous avez peut-être déjà vue dans vos smartphones ou que vous avez peut-être dans vos salons déjà, ce sont les assistants personnels, les bornes intelligentes d'Amazon ou de Google, Amazon Alexa ou Google Home, qui sont bourrés d'IA, puisque c'est de la reconnaissance vocale qui fait fonctionner ces machines. On est sur un secteur qui nous dit que la voix va peut-être remplacer le search par clavier. C'est ce dont est convaincu aujourd'hui Google. Nous allons désormais parler à nos machines, que ce soit un téléviseur, un ordinateur, un assistant vocal, un réfrigérateur, une voiture. La voix, demain, va prendre une importance de plus en plus grande. Et on a tout un tas d'outils qui se développent pour exploiter mieux la voix aujourd'hui. Je les passe, en tout cas je pense que la présentation sera disponible, on vous partagera ces outils. Et je vous le disais, demain, ces outils et l'intelligence artificielle seront évidemment dans les voitures connectées, les voitures autonomes de demain. Il faut réfléchir, nous médias, à comment on veut profiter de ce nouveau support finalement que sera demain la voiture autonome sans conducteur. Aujourd'hui, c'est la radio qui règne en maître dans la voiture. Demain, ce sera la vidéo et ce sera les images et des contenus vidéo. Autre fonctionnalité, l'indexation. L'indexation, c'est un petit peu austère, mais pour faire durer un contenu, il faut l'indexer, il faut lui mettre une étiquette, ce qu'on appelle les métadonnées. Et ces métadonnées, on les colle à un contenu pour qu'on puisse le retrouver. Sinon, on ne peut pas retrouver ces sujets dans les bases de données. C'est un des enjeux fondamentaux, techniques, technologiques, sur lesquels tout le monde travaille. Ce n'est pas facile, mais l'intelligence artificielle rend la fabrication de ces métadonnées beaucoup plus rapide, surtout moins coûteuse et beaucoup plus précise, à condition qu'on sache entraîner ces machines correctement. On a aussi des startups qui nous proposent des solutions d'indexation à la volée, qui reconnaissent les visages dans les vidéos et qui peuvent indexer, je le répète, indexer ces vidéos de manière automatique dans les vidéos, dans les rushs, via la reconnaissance d'images. Ça permet d'optimiser le process de production d'un sujet vidéo, d'un sujet journalistique. Vous la lancez? Oui, super. Lancez la petite vidéo si vous pouvez. Ça, c'est un outil à base d'IA qui est utilisé depuis quelques années par le New York Times pour simplifier la vérification et la mise en forme de son information. Lorsqu'il rédige un article, le journaliste utilise des tags, des métadonnées,
pour signaler les éléments clés de son papier. La machine apprend à repérer les éléments et à comprendre le sujet de l'article. Et elle peut permettre de faire une recherche en temps réel pour aller chercher des informations qui sont liées à cet article et le compléter. Ça aide le journaliste dans son écriture. L'IA va nous aider à créer des contenus. Est-ce que... Non, je ne vais pas poser une question. On est assez sûr de ça. On sait qu'on a un besoin grandissant dans tous nos médias de créer des formats qui sont différents. Des formats courts, des formats longs, des formats adaptés à des écrans spécifiques ou aux réseaux sociaux. Et donc, l'IA nous permet de changer tout un tas de formats. Et c'est déjà le cas, je vous parle de cette start-up israélienne qui s'appelle Weebits, qui peut générer automatiquement des contenus vidéo à partir d'un contenu texte. Je répète, créer des contenus vidéo à partir d'un contenu texte. Elle va chercher dans des bases de données des images, des vidéos qui vont être reliées à un contenu texte. La BBC, par exemple, c'est un exemple qui a été marquant il y a un an. Elle a diffusé une émission entièrement fabriquée par un robot. C'est le robot qui a sélectionné, qui a trié, qui a monté des archives de la BBC et qui a assemblé. Alors, c'est une expérimentation. Ça n'a pas donné grand-chose. Mais c'est intéressant de voir que certains travaillent déjà là-dessus. Une autre des fonctions de l'IA, là, c'est très technique. Vous savez que la qualité d'image des téléviseurs aujourd'hui, on parle de haute définition. Vous entendez souvent parler de 4K, de plus en plus de 8K, et l'IA est en mesure aujourd'hui de faire passer automatiquement une image de 4K, par exemple, en 8K, ou de HD en 4K, pour chercher les pixels de plus en plus fins et les présenter de cette manière-là. Enfin, pas enfin, mais il y a peut-être l'avant-dernière énorme fonction, ou en tout cas point d'intérêt, c'est la personnalisation. Oui, j'ai quasiment fini. L'IA nous permet de personnaliser, de tailler sur mesure des contenus, en prenant en compte des données contextuelles, des contenants, des contenus et du contexte, ce dont je vous ai parlé au début. Si, quand même. Vous savez aussi, peut-être vous l'avez remarqué, sur Netflix, il y a certaines séries où vous pouvez choisir la fin de la série. C'est l'IA qui va permettre de faire ça. Elle va pouvoir vous aider à choisir le scénario qui risque de se passer dans une série. Ça, je le passe. Ça aussi, pour passer sur la monétisation. Merci. Monétiser, prédire le succès. L'IA va nous permettre de mieux saisir ce qu'est une audience pour essayer de mieux la monétiser. Ça, c'est du marketing. C'est ce que fait la publicité ciblée, la publicité ultra ciblée d'analyse d'audience. Je passe rapidement là-dessus pour arriver sur le dernier point. C'est l'éthique. L'éthique dans tout ça. Et ça sera ma conclusion. Aujourd'hui, hélas, nous n'avons aucun outil, aucune procédure, aucun garde-fou, aucune régulation pour contrôler tout ce dont je viens de vous parler. Tout ça est freestyle. La Chine, les États-Unis sont en train de développer des machines ou des systèmes, des logiciels, des systèmes sans garde-fou, qui sont à la source de beaucoup de problèmes. J'ai parlé rapidement des fake news, j'ai parlé rapidement du deepfake. J'aurais aussi pu parler de formes de discrimination, de censure, d'erreurs, d'artefacts, d'impasses, de normes sociales imposées par des machines, de prédictions bidons. Notre appareil juridique n'est absolument pas au niveau de ce qui est en train d'arriver. C'est une inquiétude absolument majeure. Alors, je pense qu'on a besoin de règles claires pour l'utilisation de
de l'intelligence artificielle. Nous ne les avons pas. La Grande-Bretagne est en train de lancer un observatoire sur l'utilisation de l'IA dans le service public. Il serait peut-être utile de le faire aussi en France. On a aussi des problèmes d'interopérabilité entre les systèmes et puis des problèmes d'indépendance. Des gouvernements sont à la manœuvre. Je lisais ce matin encore que les États-Unis sont en train de protéger les GAFA, des régulateurs européens notamment, en mettant des clauses dans les traités commerciaux. Vous voulez faire du business avec nous sur le vin, allez pas emmerder Facebook. Je résume en gros, mais c'est ce qui est en train de se passer. Simplement vous dire que dans le service public, à Radio France, à France Télévisions, dans les autres, on se penche de manière assez inquiète sur ce qui est en train de se passer, en défendant des valeurs de service public, de diversité, et qu'on est au début de gros soucis. Un dernier mot, Eric, merci. Un petit mot de conclusion. Voilà, je vais vous le dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit? Peut-être 3 choses. Il y a un bon côté de l'IA, évidemment. C'est l'automatisation des tâches très ennuyeuses, rébarbatives. Les robots vont nous aider à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Le problème, c'est qu'on a besoin de nouvelles compétences que nous n'avons pas aujourd'hui et de nous adapter à des modes de travail pour pouvoir travailler avec ces machines. Et puis, il va falloir attirer des talents tech, des talents de développeurs qui n'ont pas forcément envie de travailler dans les médias, qui veulent plutôt aller travailler chez Facebook ou chez Google. Et puis lancer cette fameuse réflexion éthique qui nous manque tant. Voilà, c'est ce à quoi c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci infiniment.